Les amis, épisode 102 du podcast. Et un épisode qui a été programmé avec, attention, beaucoup d'énergie. William, hier soir, qui me dit, on n'a pas un podcast demain? Je dis, ah, si, tu peux me renvoyer les notes? Non, on va faire ça. On va faire ça bien, on va faire ça à l'arrache. Non, il y a des notes, hein. J'ai quand même préparé un petit peu mon épisode. Et Clémence qui a peur de se faire manger dans le podcast. Son premier passage, alors William est habitué, hein, il vient souvent. Clémence, premier passage dans les gros mots, comment ça va? Ça va bien. Vous m'avez détendu avant, ça va mieux. En fait, quand on a un stress comme ça, il faut un punching ball. Il faut se, voilà. Et donc, bon, il y a eu quelques blagues, voilà, il y a eu quelques blagues. Comment tu te sens, William, du coup? En pleine forme. Trop bien. Pressé de parler de prospection. Bon, William, il aime pas trop ce thème. Il aime pas trop ce thème. Bon, on va trouver. En fait, c'est quand même important, non? C'est quand même important de parler de prospection. J'adore ce thème. J'en ai souffert par le passé, mais j'adore ce thème. Il m'a rapporté du business. Trop bien. Bon, alors, à tout moment, je tiens à préciser pour nos auditeurs. On a tous des gosses et on est dernière semaine des vacances, 26 août au moment où on tourne. Donc, à tout moment, on a un gamin qui débarque, donc je vais devoir les couper au montage. Donc, voilà, je vais avoir un travail de post-prod. Voilà, donc voilà, ne soyez pas surpris si vous voyez des petites coupures. En tout cas, ça va être un épisode ô combien important. On démarre en déconnant, mais en gros, la prospection, c'est un terme qui est très souvent considéré comme quelque chose de négatif. En tout cas, moi, je le vois parmi les personnes que j'accompagne. Quand je leur dis, bah voilà, au niveau de la prospection, t'en es où? Bon, ben là, c'est comme ils imaginent le téléprospecteur qui appelle à l'heure du repas. Non, c'est vraiment pas ça. On est au moment où on enregistre en 2025, sauf erreur, et le business, ça se fait plus comme avant. Il suffit pas juste de faire une pub, de mettre une vidéo sur Internet et comme par magie, le compte bancaire reçoit des virements automatiques. Ça n'est plus possible. Dommage. Est-ce que ça veut dire qu'on peut plus faire de business en ligne? Non, absolument pas. En tout cas, nous, autour de ce podcast-là, on accompagne des entrepreneurs qui se lancent ou qui accélèrent et qui développent leur business, qui arrivent. Est-ce que c'est plus dur qu'avant? Oui, mais j'ai envie de dire, c'est un petit peu dans tous les domaines de la vie où c'est plus dur en ce moment qu'avant. Donc, c'est pas une fatalité. Donc, la prospection devient quelque chose d'obligatoire et la prospection, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Comment vous voyez ça, vous, le terme prospection, Clémence, quand toi t'en parles, comment c'est perçu de la part des entrepreneurs que tu accompagnes? Ouais, moi, très mal. Quand je dis prospection, c'est vraiment un gros mot, ou même le mot vente. Et déjà, il y a un gros job à faire sur ça. Et je sais pas si tu te souviens, mais quand on s'est connus à l'époque, moi, mon slogan, c'était pas de prospection, pas de pognon. Pas de pognon. Donc du coup, ça faisait beaucoup rire parce qu'ils comprenaient quand même que c'est quand même important d'aller chercher des clients. Donc aujourd'hui, non, c'est quand même très mal perçu. On va dire qu'en fait, ils voient ça comme, tu sais, quand tu vas dans les magasins et puis le mec, il te saute dessus pour te vendre un Samsung alors que tu veux un iPhone ou vice-versa. Il te pose pas les bonnes questions, il va pas au bon endroit, il t'harcèle avant que tu sortes du magasin. Eux, ils voient ça comme ça. Et je pense que tout le monde s'est fait au moins avoir une fois avec quelqu'un en vente. Et du coup, moi, mes clients ou les gens que j'accompagne, en tout cas, ont peur de donner cette image-là de la vente. Ce qui fait qu'aujourd'hui, pour eux, c'est vraiment un gros mot. Ouais, clairement. Du coup, William, toi, dans tes programmes d'accompagnement, notamment chez Dracar, comment c'est perçu la prospection? Parce que du coup, tu formes des commerciaux, donc ils doivent y aller au charbon quand même. Aujourd'hui, la prospection, comme moi je l'ai connue, c'est-à-dire plus terrain, phoning, etc., elle existe plus trop, en tout cas dans nos business, dans le monde de l'entrepreneuriat. Alors après, quand tu passes sur du corporate et tout, oui, là ils sont habitués, ils y vont, ils font du phoning, ils sont à l'aise avec ça. Mais pour eux, la prospection maintenant c'est du setting. Ouais. Et donc là, c'est encore autre chose. Et du coup, le setting, c'est pour moi pas de la prospection comme je l'ai connu, mais ça reste quelqu'un qui est pas chaud, on va dire quelqu'un qui est tiède. Tu sais, souvent les classes froid, tiède, chaud. On va dire qu'on appelle du tiède. Voilà. Donc c'est la prospection un peu facile. Okay. Moi, je l'appelle le mi-cuit. Et donc le mi-cuit. Non, mais c'est clair que c'est plus facile d'aller. C'est plus facile d'aller voir un prospect ou d'aller voir un contact, si c'est pas encore des prospects, qui ont montré de l'intérêt pour un contenu, qui sont inscrits à un événement de marketing, genre un webinaire ou un truc comme ça. C'est quand même beaucoup moins intrusif. Ce qui est, de toute façon, on le voit, la réglementation, elle a évolué pour contrecarrer ce truc-là. C'est la RGPD, du coup, on peut plus aller scraper des données et appeler en froid. Pareil pour, aussi bien en appel qu'en email. Idem, tout ce qui est organisme de formation. Maintenant, ils ne peuvent plus faire de téléprospection. D'ailleurs, je crois même que la téléprospection sans opt-in, donc acte volontaire de la part du prospect, elle est complètement interdite, etc. Bon, évidemment, il y a toujours moyen de le faire en passant par des sociétés offshore.
qui ne sont pas régulés, mais ça c'est comme dans tout. Mais dans tous les cas, c'est quand même, il y a eu le gendarme, le gendarme d'internet qui a mis le holà là-dessus. Donc clairement. Pour vous, la part d'activation nécessaire, c'est-à-dire des ventes qui se font automatiquement comme ça représente quoi dans vos business, dans les business que vous accompagnez en pourcentage, sans qu'on ait besoin de leur pousser au cul pour qu'ils viennent acheter, sans qu'on puisse qu'on les incite à y aller un peu plus fort? Je dirais que ça dépend de ce qui a été créé en amont. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je fais des webinaires, donc quelque part, ils sont déjà chauds, là, ils sont passés de mi-cuit à cuit. Et du coup, c'est plus facile, je pense, pour les commerciaux, les closers, de vendre à ce moment-là. Mais par contre, on se rend compte quand même que, moi, ça fait 7 ans, 7-8 ans que je suis entrepreneur. Je me rends compte quand même que le chemin est plus long qu'avant. C'est ce que tu disais au début. Quand même, tout le monde est formaté quelque part. On sait tous comment ça se passe quand tu t'inscris à un webinaire, quand tu t'inscris à un challenge. Tout le monde sait que derrière, on a quelque chose à vendre et à proposer. Donc, les gens sont plus fébriles par rapport à ça. Et du coup, on a un besoin de réassurance qui est 3 fois plus fort qu'avant. Donc, je dirais que ça se vend toujours, mais le discours a énormément changé entre ce qu'on faisait il y a 5 ans et ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a énormément de réassurance à donner tout le long de l'appel pour montrer qu'ils sont au bon endroit, qu'ils ont raison de faire confiance, etc. Parce que tous ceux qui arrivent chez moi, ils ont déjà au moins signé un programme ailleurs une fois et ils ont le sentiment de s'être fait avoir au moins une fois, tu vois. Et comment tu l'as vu évoluer le marché justement en termes d'offres, justement, parce que toi, tu es sur une niche où il y a beaucoup de monde. Ah oui, là pour le coup. Peut-être que tu peux la recontextualiser d'ailleurs et comment tu l'as vu évoluer ta niche? Moi, j'accompagne des entrepreneurs, donc plutôt des coachs, formateurs, thérapeutes sur le développement de leur activité. Donc voilà, on leur apprend principalement à faire des webinaires ou une VSL pour développer leur business. Et en fait, moi-même, j'ai évolué avec eux. C'est-à-dire qu'au début, je m'adressais à un public un peu plus large, etc. Après, j'ai dû restreindre. On se rend compte qu'aujourd'hui, en tout cas, ce que je vois, c'est que les gens ont vraiment besoin d'avoir des résultats rapides et ils veulent quelque chose de très concret dans ce qu'ils achètent par rapport à il y a 5 ans où ça pouvait être encore un peu vague, mais ça va. Avant, ils achetaient une encyclopédie, maintenant ils achètent plutôt un conte, une histoire. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, moi souvent quand je leur dis mais pourquoi vous êtes passé à l'action, souvent on me dit pour toi Clémence, pour ton authenticité, on voit que ce que tu dis c'est vrai, que tu parles vrai, nanana. Et en fait aujourd'hui c'est ça que les gens recherchent. Ils cherchent une histoire, mais ils cherchent à comprendre par où t'es passé. Même si c'est pas moi qui coach derrière, il y a quand même le fait de comprendre l'histoire du fondateur pour derrière avoir envie d'être suivi par cette personne-là. Donc c'est vrai j'ai une énorme concurrence, mais quelque part moi je considère pas que j'en ai. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelqu'un qui achète chez moi, il achètera pas chez Jérémy, il achètera pas chez quelqu'un d'autre en fait, et vice versa. Donc en fait, on a tous notre place, mais pour ça, par contre, il faut que ton offre elle soit hyper béton et que tu te différencies des autres par rapport à qui tu es toi en fait humainement. C'est la conversation que j'avais hier avec notre pote en commun Julien qui est dans le mastermind. On était en bootcamp. Et Julien Voinzon, et on parlait justement de cette notion de concurrence avec Yoni et avec Julien Maillot. C'est exactement la conversation qu'on avait hier. Et en fait, le message, c'est une chose, mais le messager aujourd'hui, c'est pour moi, c'est 80% essentiel. Ouais, tout à fait. Ouais, clairement. Et donc, toi, comment tu as vu évoluer au départ, tu faisais des webinaires, tu avais moins besoin de faire de setting, tu avais moins besoin d'aller prospecter, entre guillemets. Pas du tout. En fait, mon offre évoluait aussi en termes de prix. J'ai fait un travail sur mon rapport à l'argent grâce à toi. Donc, déjà, on a pu évoluer là-dessus. Mais d'ailleurs, ce qui est drôle, je pense que c'est important à préciser quand même, quand je vendais mes tarifs moins élevés, j'attirais vraiment des gens qui n'avaient pas de sous. Aujourd'hui, où j'ai augmenté mes tarifs quasiment x2, x3, j'attire des gens qui ont des sous. Et je pense que... Alors que le tarif n'est pas annoncé en amont. Non, pas du tout. Avant, je l'annonçais dans mes webis. Maintenant, je l'annonce plus en effet, parce qu'on est sur du high ticket. Donc, du coup, c'est vrai que je fais l'appel... on fait l'appel, on veut du call et après expliquer la chose. Et j'ai oublié ta question de base, je suis désolée. Comment tu l'as vu? Comment toi, tu as évolué dans tes techniques pour vendre ton programme, justement pour aller faire du setting, pour aller faire tout ça? J'ai eu besoin d'avoir une présence plus régulière. Avant, je faisais un webinaire par mois et on faisait le chiffre du mois sur un webi par mois. Maintenant, je fais un webi par semaine. Ça me permet d'être dans de l'evergreen. Une sorte d'evergreen, ouais. J'ai fait exprès. Et par contre, oui, on a besoin de faire du setting aujourd'hui, ce qu'on ne faisait pas avant. Mais je pense que, toi, quelqu'un qui veut faire 10, 20 000 euros par mois, il va pas forcément avoir besoin de ça. C'est parce que moi, j'arrive à des niveaux où j'ai besoin d'aller plus loin. Donc, je pense que quelqu'un par exemple, les gens que j'accompagne, je leur dis pas d'aller se taper du setting toute la journée, quoi. Tu vois, ça dépend vraiment de là où tu en es dans ton business. Mais par contre, oui, aujourd'hui, il y a besoin surtout, je pense, c'est quelque chose sur lequel je suis en train de travailler, mais de garder le lien, en fait. C'est-à-dire, quelqu'un qui dit non, il a pas dit non à vie. Et ce que j'ai vu toujours, c'est que dans les 18 mois, de toute façon, il va signer chez toi ou chez quelqu'un d'autre. Donc, si toi, tu maintiens pas le lien, quelque part,
il ira ailleurs. C'est Donc clair. c'est plutôt ça sur lequel il faut bosser pour moi quand quelqu'un dit non, c'est de pas que garder les prospects chauds quelque part, les cuits là, les mi-cuits, c'est plutôt d'aller chercher les froids aussi, mais sur du plus long terme quoi. D'ailleurs, Le marché, il y a de plus en plus d'offres. On le voit, moi, dans le coaching business. Vous, plus lié, toi, coaching business aussi, Clémence, mais avant, tu faisais aussi beaucoup de trucs autour de la vente. William, Ouais. autour de la vente. Et avant, dans un métier spécifique de la vente qui était les mandataires immobiliers. Bon, en gros, c'est développe ton business grâce à Internet, ce que l'on fait. L'offre sur Internet, elle s'est développée de dingue. Tout le monde fait ça. Même des gens qui n'ont jamais eu de business, d'ailleurs, font ça. Bref. Mais il y a une défiance, c'est normal. Les gens, ils se sont fait avoir. Ils ont déjà acheté les programmes ailleurs. Ils viennent un peu pour être sauvés parce qu'ils ont cramé leur première cartouche avec des vendeurs de rêve et du coup maintenant il leur faut des trucs efficaces, donc ils viennent enfin voir les bons formateurs, les bons consultants. Bref. Et en fait, ce qu'il faut, c'est rajouter de la relation. Crise de confiance d'un côté. Pour compenser ça, il faut augmenter le niveau de relation. Donc plus d'appels. Au début, on s'est connus, on faisait le closer, c'était même pas la mode. Non. C'était même pas la mode, on vendait sans closing. Maintenant, tu n'as plus le choix. Tu peux plus vendre un étiquette sans, même un truc à plus de 500 balles sans closer. Moi, j'y crois pas. Alors, évidemment, comme d'hab, il y en a qui vont me dire si c'est possible. Moi, je l'ai fait une fois à la Saint-Glinglin. Mais bon, je parle d'une norme, un truc. Je dis ça, un truc qui va pouvoir aider les gens qui nous écoutent dans la majorité, pas les cas spécifiques. Mais et donc du coup, si il a fallu des closers, et puis maintenant, il faut plus en amont. Il faut commencer une conversation avant même le webinaire, avant même le challenge, avant même le truc, avant même l'appel de vente. Enfin voilà. Toi, William, tu rabâches ça à longueur de journée. Comment tu vois est-ce que tu es d'accord déjà avec ce que je dis là et comment tu vois l'évolution de ce marché et le boulot justement du commercial, parce que closer c'est un vilain mot, mais commercial du coup, comment tu vois le truc? mais en fait, ce que tu dis, par rapport à l'expérience qu'on a eue avec une entrepreneuse de Dubaï qui a fait un très très gros challenge où j'ai changé la méthode un petit peu sans prévenir en disant en fait aux closeuses, parce que c'était que des femmes, ok, prenez des rendez-vous avant. On m'a regardé comme un fou quand j'ai dit ça. On m'a dit, mais non, mais n'importe quoi et tout. Je dis si, prenez des rendez-vous avant que le challenge commence. D'ailleurs, prenez rendez-vous avant qu'elle annonce quel va être le produit, l'offre, etc. Et on a vu, on a fait plus 30% de ventes que les deux autres head of sales avec qui on était en compétition, parce qu'on était trois en compétition. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait la diff, parce qu'en fait, il y a eu plus de contacts, et surtout, il y a eu des contacts avant. Et attention, les contacts, ça dure pas forcément longtemps. Le setting, la prospection, vous appelez ça comme vous voulez, c'est pas forcément quelque chose qui dure très longtemps, mais c'est quelque chose qui est puissant. Et en gros, ce que je dis souvent dans le mastermind, et maintenant cette phrase elle est restée, mais elle est pas de moi, hein, elle est connue, hein, c'est parlez-leur tout de suite du trou et pas de la perceuse. Ils s'en foutent du programme. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième ce que je vous écoute depuis tout à l'heure, c'est qu'en fait, il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, le business en ligne, c'est devenu un business normal. C'est qu'il y a 6 ans, 7 ans encore, le business en ligne, on disait ça à des gens, ouais, je fais du business en ligne. Ils disaient, ah ouais, mais t'es un pirate, qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, c'est devenu un business normal. D'ailleurs, c'est même le premier business. Aujourd'hui, les magasins sont en train de fermer, ils savent très bien. Ils sont en train de rajouter même des frais quand tu vas je sais pas, acheter une bêtise, tu vas chez Zara, ils te font des frais quand tu commandes sur Internet et quand tu les renvoies pour qu'il y ait plus de personnes qui viennent dans leur magasin. Parce que c'est bon, Internet, c'est devenu, c'est la base, en fait, à distance. Et donc, du coup, comme la vente à distance est devenue primordiale, aujourd'hui, les commerciaux, et je dis pas closer seulement, ils doivent devenir des commerciaux et pas rester que des closers. Ils doivent faire tout un travail de follow-up, de prospection, etc. Et ça, ils veulent pas l'entendre encore. Il y a un mouvement qui est en train de se faire où il y a encore des gens qui vendent du closing pur. Et on sait très bien que très peu d'élus seront là. Et sinon, il va falloir que les autres comprennent qu'ils soient multitâches. Et je le dis depuis le début, c'est un multitâche, ça part du début, du premier jet, du premier contact avec le prospect, contact, qui va devenir ensuite un client. Et il y a plusieurs étapes dans la vente et on est obligé de le faire aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui parlent encore du call call. Le call call, ça fonctionne, surtout quand on connaît les stats. C'est juste qu'il faut faire de la quantité, mais aujourd'hui, tu es obligé de le faire. Les gens aiment avoir plusieurs contacts et des contacts un peu différents aussi. Donc, on pourra peut-être en parler après, parce que bon, on les connaît, tous les vendeurs de volets ou de box internet. C'est ça le problème aussi. Ils arrivent, bonjour, William Ourson, oui, on sait, ça commence mal. Donc, ça démarre mal. Et ça, c'est un sujet aussi que je donne beaucoup dans les formations. Je comprends pas les 7 premières secondes, vous êtes mou du genou. On s'emmerde. Personne va écouter quelqu'un qui, dans les 7 premières secondes, est super lent. Faut y aller, faut avoir le sourire au téléphone. Ça s'entend. C'est une phrase qu'on entend assez souvent à l'ancienne.
les anciens nous formaient comme ça. Bah Aujourd'hui, ouais. je suis obligé de leur dire parce que je vois des jeunes qui sont là, allô, oui, bonjour. Mais Bah qui oui. va te faire un truc à 5000 balles si tu nous emmerdes dès le début, quoi. C'est impossible. Mais le fameux AIDA, enfin, attention, intérêt, désir, Mhm. achat, et ça c'est un truc qu'on oublie. Et, on- et en fait, au final, c'est comme ça aussi construit sur nos posts sur les réseaux sociaux, avec des hooks, des éléments de valeur, et du storytelling Faut capter. pour capter tout ça. Et voilà, il y a un appel à l'action. Donc, ouais, clairement, ouais, je suis 100% d'accord avec Mhm. toi. Les différents contacts, du coup, quelle est l'occasion d'aller prospecter quelqu'un? À partir de quel moment vous pensez que c'est un bon contact à aller prospecter? Bon, moi, par exemple, un truc que j'ai pas fait pendant trop longtemps et du coup maintenant je le rabâche, c'est répondre à mes DM sur Insta. Je sais que c'est pas bien, mais je répondais pas à mes DM sur Insta parce que voilà, je le faisais pas. Maintenant, je le fais avec tout le monde. Je fais pas que du business avec, hein. Mais par contre, j'entretiens des relations. Ça me permet d'avoir des idées pour mon contenu et ça me génère du business par conséquent. Mais même ça, je le faisais pas. Donc Mhm. vraiment, je partais de zéro. Toi, Clémence, pour toi, ta base de contact, tu la génères comment? Est-ce que c'est chez tes concurrents, sur tes posts? Est-ce que c'est du froid? Ouais. Où est-ce que je peux sourcer des clients à prospecter d'après ta méthode? Il y a ce qu'il faudrait faire et il y a ce que je fais, c'est toujours Toujours pareil. on va dire que moi, il faut vraiment être clair que je suis une feignasse. Ça veut dire que moins j'en fais et plus il y a de résultats. Mais le fameux 80-20, je l'utilise vraiment dans la prospection, clairement. Et donc, je sais que pour avoir un contact, en effet, en DM, pour que ce soit concluant, il faut quand même en faire quelques-uns. C'est comme le setting, comme vient de dire William. Tu sais que tu dois faire de la quantité pour que ça fonctionne. On le sait. Donc, à part mettre quelqu'un dessus, parce que moi, c'est clair que je ne ferai pas ça, ça c'est tout à fait faisable. Nous, il y a déjà le côté intéressant des webinaires où du coup, là, c'est facile d'aller contacter. Donc, nous, on contacte maintenant tous ceux qui se sont inscrits. Donc, alors, ce matin, avec mon équipe, on a changé de truc. Donc, c'est très intéressant. Jusqu'alors, on contactait ceux qui sont venus mais qui n'ont pas pris rendez-vous. Hmm. Et en fait, on voit que c'est plus compliqué parce que je mets déjà tellement de friction dans mon webinaire pour limite qu'ils prennent, pour avoir vraiment des rendez-vous qualifiés, que ceux qui n'ont pas pris rendez-vous, c'est vraiment ils n'étaient pas prêts, tu vois. Et du coup, j'ai dit, C'était pas de l'omission, c'est un acte volontaire de ben non oui, prise de rendez-vous. je pense. Et du coup, là, on se dit, allez, on change, on va plutôt contacter ceux qui ne sont pas venus et quelque part voir ce qui s'est passé. Et je suis sûre qu'on aura des meilleurs résultats. Ça reste du setting froid, mais je pense qu'il y a un truc vraiment intéressant. Après, moi, c'est assez facile. Sur Instagram, je dis à mes clients, bah, c'est pas compliqué. Vous faites un post, machin, vous avez des likes, des commentaires. Déjà, vous allez leur écrire. Enfin, c'est la base. Vous enclenchez la discussion. Mais pas comme le gros bourrin qui t'écrit en MP. Hé, Clémence, je fais des vidéos, machin, ça t'intéresse? Et je sais pas, quel est le formateur vraiment qui a dit, sans mentir, j'en reçois au moins 20 par jour. D'ailleurs, Ah, les mais gars, alors je sais très bien qu'ils écoutent pas mes podcasts parce qu'ils doivent faire ça à la chaîne, mais je ne répondrai à jamais. faites ça. Ah ouais, vraiment. Je reçois au moins entre 10 et 20 messages par jour de monteurs qui veulent travailler gratuitement pour faire un test. Et ça, c'est sûr que tu reçois aussi, William. Copywriting, monteur, Ouais. nanana, c'est. Je sais pas. Alors, donc, je sais pas qui est le formateur qui leur a dit de faire ça, mais il faut pas faire ça. Il faut arrêter. Donc en effet, je pense que le premier contact, c'est qu'il y a eu un minimum d'intérêt. Donc quelqu'un qui commente, qui écrit, qui like, nanana, qui regarde tes stories, ça peut commencer à créer du lien. Mais pour moi, comme je dis toujours, c'est créer du lien par rapport à ce qui a été partagé et pas arriver comme un cheveu sur la soupe. Tu vois, il faut vraiment qualifier le truc. Ceci dit, le peu de fois où je le fais, ça fonctionne. C'est-à-dire que peu de fois où je le fais, les périodes où on avait besoin d'aller chercher un peu plus de chiffres, on enclenchait ça et on avait 5 ventes de plus qui tombaient juste avec ça, quoi. Donc Ouais. voilà, Ouais, je sais pas si ça répond total à ta Ah question. bah si, clairement. Toi, William, du coup, quel est voilà, comment tu captes des contacts qui peuvent être potentiellement intéressés par ton offre pour aller les CT ou les prospecter? Alors en fait là, clairement ça l'a répondu quand même en réalité pas mal à la question. C'est juste peut-être ça va peut-être appuyer ce que vous venez de dire. C'est l'approche aussi, il faut qu'elle soit différente. Donc comme ça on va savoir si oui ou non elle est intéressée. En tout cas la personne qu'on va avoir au téléphone. Je dis souvent, moi je dis la technique du dragueur. En réalité ça marche pas et tu viens de le dire, Charles, tu reçois je sais pas combien de messages et nous tous, hein, de toute façon on en reçoit plein. Je fais ça, on fait ça. Nous faisons ça dans la boîte, etc. Et c'est un vrai problème qu'il y a parce que, en fait, c'est la logique. Comment tu veux vendre un produit si tu parles que de toi? En fait, les gens s'en foutent de toi. Il y a un problème d'ego aussi qui rentre, hein, c'est normal. Mais la technique du dragueur, c'est très simple. Je dis souvent ça. Je raconte cette histoire que je suis parti en Australie et quand j'étais pas mal sur Tinder avant de rencontrer ma femme, évidemment. Ce que je faisais, c'est plutôt de dire, il y avait une meuf, alors j'avais une meuf que j'avais rencontrée à Bercy, je me souviens très bien, et depuis je l'avais gardé ça dans mes formations. Je disais, elle m'a dit qu'elle est partie en Australie, et plutôt lui dire, bah moi aussi, je suis parti en Australie, moi aussi j'ai fait ça,
J'ai attendu qu'elle finisse sa phrase, donc déjà c'est la base, parce qu'il y en a plein qui le font pas dans le closing. Mais en plus, je lui ai dit juste, ok, et est-ce que t'as fait Bondi Beach? Et là, la meuf me dit, ouais, mais attends, mais t'as fait l'Australie, toi? Je dis, ouais, bah oui, je te l'ai pas dit. Elle me dit, bah non, mais attends, mais parle-moi de toi. Et du coup, Hop, je ça passais en plus change. pour le mec qui, moi, mais la dame ou la jeune fille, hein, me demandait en tout cas des informations. Et du coup, c'est plus facile de, comment dire ça poliment, d'arriver, de dire, et parler de soi et de cette fois, vendre quelque part, se vendre, parce que bon, c'est ça, la drague, c'est se vendre. Donc, qu'on le veuille ou non, peut-être, on va pas le dire, Ah, mais c'est de la prospection, hein. c'est la prospection, c'est la transformation aussi quand on peut. Mais en tout cas, ça c'est un truc que je dis souvent aux gens qui font du setting ou en tout cas des gens que je forme, c'est arrêtez de dire on, je fais. Et pareil, quand je suis arrivé dans l'immobilier, les agences disaient on vous fait une évaluation gratuite de votre bien. En fait, ça marche pas. On Et s'en ça fout. marchait jamais. Et il y en a, ils le mettaient même sur les agences. Je leur disais mais franchement, vous êtes en retard. Il faut changer ça. Il faut dire parlez-nous de vous. Je vends pas un bien, je vends un projet de vie. Enfin, vraiment, si vous avez pas compris qu'il faut mettre de l'émotion dans la vente, bah, c'est raté. Et donc, du coup, si je peux dire ça pour revenir sur la question principale qui est comment j'interviens sur du setting ou quoi, c'est d'abord, je fais une mini découverte, en réalité, et je la laisse m'ouvrir la porte. Une fois qu'elle m'a ouvert la porte, bah là, oui, effectivement, je m'invite, je demande un verre d'eau, voire un café si je suis un peu en forme. Mais en tout cas, c'est comme ça que je fais, en tout cas, ma prospection. 100% d'accord. Bah, dans Ouais. tous les cas, l'icebreaker, il est important. Mettre du contexte, c'est important. Et en fait, c'est éviter ce que Tougan appelle le oh putain encore un, quoi. Faut sortir Ouais, de ce truc-là exactement. où c'est encore un relou qui vient frotter, quoi. Et surtout quelqu'un qui vient pas regarder ce que tu as fait. Tu vois, les gens qui m'écrivent sur Instagram, ils me disent, tu veux que je t'aide à savoir comment trouver des clients? Est-ce que tu as regardé mon profil? Ouais. C'est un peu mon thème en fait. Donc il y en a une comme ça, je lui dis non mais laisse tomber. Moi ce que je dis à mes clients, c'est que c'est vraiment la méthode du vous, nous, je. Donc vous faites ci, vous faites ça, c'est trop bien, nanana. Ensemble on peut créer ça. Et je suis Clémence, nanana. Et en fait il y a vraiment le vous au départ, il est obligatoire. Par contre moi j'ai une question pour William quand même. T'as conclu? Okay. L'Australienne. Tu parlais bien de la discussion, parce que sinon, je vais pas. Par contre, j'ai une anecdote à vous donner. J'en ai parlé hier. C'est dingue parce qu'on parlait de prospection hier avec un ami entrepreneur. Et du coup, je lui disais ce que je faisais dans l'immobilier. Clémence, tu te rappelles, on avait déjà parlé de la pige ensemble. Mm-hmm. La pige. Donc la pige, pour les gens qui savent ce que c'est quand vous mettez votre bien sur le Bon Coin ou sur n'importe quel PAP par exemple, et vous dites surtout agent s'abstenir, venez pas me faire chier en gros. Et plutôt que de faire comme tous les autres, bonjour, j'ai sûrement un client pour vous. Je faisais vraiment une technique un peu différente, c'est j'appelais, je disais super. D'abord, j'emmagasisais du oui, hein, énormément. Je disais ok, vous confirmez bien, c'est tout écrit sur l'agence, hein, sur l'annonce. Vous confirmez bien, c'est bien une salle de bain. Oui. C'est bien à 10 minutes du RER. Oui. Vous êtes bien à 5 minutes d'un supermarché. Oui. Très bien. C'est bien 50 mètres carrés. Hein. Oui. J'avais plusieurs oui. Et une fois que j'avais tous ces oui, je disais ok. Alors, je vous explique. Et c'est là que cette fois, je dévoilais parce que j'avais enfin le plein de oui, donc déjà de la validation. Et après, cette personne va être habituée à me valider plein de choses. Je dis ok, ce bien, il n'est pas pour moi. Je suis en train d'aider. Si j'avais une dame, je disais une dame. Je suis en train d'aider une dame qui vient de divorcer, malheureusement pour elle. On vient de vendre son appartement. J'indique du coup qu'elle a des fonds. Vous voyez, c'est que de l'indirect. On vient de vendre son appartement. Elle cherche exactement le bien que vous avez, pardon. Et donc, j'aimerais venir le visiter pour elle. C'est une dame, la pauvre, qui a divorcé. Est-ce que vous êtes disponible ce soir ou demain matin? J'habite juste à côté. La personne d'un coup disait, ah, mais moi, je vous préviens, pas de mandat. Ah, mais oui, pas de mandat. Je sais pas du tout. Non, moi, je veux pas du tout travailler avec vous, en fait. Je suis en train d'aider ma cliente. Et j'arrivais avec cette posture, et d'un coup, c'était exceptionnel, parce que la dame disait, en fait, lui, il est pas comme les autres, il veut pas me prendre un mandat. Vraiment, je repoussais le mandat. Ah non, mais madame, on va pas signer ensemble. J'ai déjà du travail, tout va bien. Et quand j'arrivais dans le bien, par exemple, imaginons j'étais avec Madame Martin, j'avais fait une étude de marché, Monsieur, Madame Dubois, du coup, je disais écoutez, ça va pas aller, etc. Mais par contre, voilà, ça coûte rien, je vais l'imprimer, j'avais imprimé ça à Madame Dubois, potentiellement ça aurait pu l'intéresser, mais je vous le donne quand même, voir comment je fonctionne, à quel prix je l'aurais mis, les photos si je peux me permettre, regardez ce que je fais. Et en fait, trop tard, j'étais déjà rentré, et en fait, la dame se disait souvent, waouh, en fait, faites de belles photos. Ah oui, bah, c'est un métier quand même. Mais bon, je comprends, vous voulez essayer toute seule et tout. J'étais pas en mode agressif, j'étais vraiment en mode, je comprends. Vraiment dans la compassion pure. Et du coup, je prenais des biens en exclu assez propres, au bon prix, quitte à, effectivement, baisser la com s'il fallait pour dépasser, les gros concurrents à côté, parce que nous, on était un petit réseau, on était que 300 à Paris. Il y avait tous les gros que vous connaissez. Et c'est comme ça qu'on arrivait à prendre des biens
en prospection pure, qui coûtait zéro, qui pas besoin de faire, pas besoin d'avoir des outils de dingue, juste un forfait téléphonique, quoi. Tu l'avais Donc, friendzoné en fait. C'est comme C'est ça que bon. tu as mis le loup dans la exactement. bergerie. Exactement. Ouais. Ça, Il y a un truc que je vois c'était- trop souvent. Il y a un truc que je vois trop souvent dans la prospection. Et moi, mon premier métier, c'est de vendre des sites internet. C'était de démarrer par un audit. Ça, je trouve ça très bien. Un audit. Donc, vous avez déjà un site, bah, je vous propose de faire un audit. Bon, ça, d'accord, très bien, on connaît le truc. Et de casser du sucre sur la concurrence. Je trouve ça, mais contre-productif de dingue. Est-ce que vous avez déjà vu ça? Bah, tout le temps, ouais, tout le temps. Et en plus, moi, quand les clients viennent, nos prospects arrivent, ils disent: «Ah, j'étais chez l'autre, là, franchement, c'était nul». Moi, je leur dis toujours: «C'était pas nul. Sûrement que t'étais pas prête ou que c'était pas le bon moment pour toi ou que t'as pas pris le programme comme il fallait le prendre ou en tout cas qu'il n'était pas adapté à toi, Ouais. mais c'est pas pour ça que le programme est nul en lui-même». Et du coup, juste, moi, je déteste ça. C'est un truc, vendre en quand j'étais commerciale aussi pendant 10 ans, hein, je suis vendeur de colis et quand j'arrivais et qu'on me parlait des confrères, je disais jamais: «Non mais lui, laisse tomber, leur livraison, elles sont nulles». Surtout que nous, on était ceux qui avaient la plus mauvaise presse. Donc franchement, je pouvais pas critiquer les autres. Donc forcément, c'était compliqué. Mais oui, on le voit tout le temps et je trouve ça vraiment dommage en fait. Et même dans mon domaine, les gens ont l'impression. En fait, aujourd'hui, je dirais que la vente, les gens ont l'impression que soit il faut défoncer les autres, soit il faut mentir pour vendre. Et tu vois, Willem, quand tu racontes ton histoire, je me dis c'est drôle parce que les gens, moi je sais qu'il y a certains qui diraient oh là là, le manipulateur, nanana, alors que pas du tout. C'est juste une question de bon sens en fait pour arriver à quelque chose, mais en aucun cas il a menti, il a jamais rien raconté, il a jamais menti par rapport à ça. Et du coup, pour moi, c'est du bon sens de construction de relations quelque part. Et pour ça, pour moi, c'est la base. Donc là, non, on critique pas. Ça, ça marche pas. Ouais. Ça marche pas. J'ai encore une anecdote immobilière, si vous voulez, elle est pas mal aussi. Il y avait un gros qui passe sur M6 souvent, qui avait une émission avant qu'il ait un petit souci. Avant qu'il se fasse Peugeot. Voilà, c'est ça. En gros, La main il y dans avait le pot de confiture. la mode. Merde, attends, ouais, et donc attends, je reprends, parce que souvent, je vais rigoler pendant des heures avec tes conneries. Oui, donc du coup, souvent, il y a un de ces agents immobiliers dans mon quartier qui me chie à la gueule, et parce qu'il pensait que je faisais la même chose. Et donc du coup, un jour, j'ai demandé à un pote d'aller faire une fausse visite, de s'enregistrer avec le téléphone, hein, c'était en 2015, hein, et je lui ai dit, ok, enregistre avec ton téléphone ce qu'il dit, et puis j'ai dit, on va faire tout le contraire. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'à chaque fois que j'allais voir les clients qu'il avait déjà vus, je disais, ah lui, il est super, c'est un gars super gentil, hein. Vraiment, je vous invite franchement, si je pouvais boire un café un jour avec lui, il a jamais le temps, mais il me dit tout le temps non, mais j'aimerais vraiment, vraiment, vraiment le pouvoir boire un café avec lui. Non. Il a l'air super sympa. Et du coup, ce qui se passait chez le propriétaire, c'est qu'il disait putain, là on a un connard, et en fait là on a un mec. Mais ça, bien sûr. j'en C'est ai sûr. plein. Et pour revenir d'ailleurs sur ce que tu disais, quand moi on vient voir et qu'on me dit ouais c'était pas bien chez l'autre, bon, plutôt que je crache jamais sur le concurrent, par contre, je vais m'en servir pour mon discours commercial. Je vais dire ok, qu'est-ce qui t'a pas plu par contre? Je veux juste savoir ça. Qu'est-ce que tu aurais changé? Parce que imaginons, il va avoir le concurrent qui fait sensiblement exactement le même produit, ce qui est rare mais ça peut arriver. Et que je sais pas, il y a un point principal où il est sur le même point principal. Prenons une formation d'anglais, c'est le déblocage psychologique. Et il vous dit, bah, mais moi, le déblocage psychologique, ça m'emmerdait, c'était trop rognagnan, voilà. Ok, bah, si toi, ton truc, tu en fais, c'est ton truc principal, mais t'as un deuxième truc qui est, par exemple, ok, moi, j'arrive à te faire retenir des phrases en juste 2 minutes, appuie sur les phrases sur ce domaine-là, sur le point B, parce que, et ça, pareil, il y en a, ils vendent leur script, ils adaptent pas leur argumentaire. Ouais. C'est terrible. Donc ça aussi, voilà, plutôt que de dire ouais, ok, ah ouais, bah je sais pas, ça c'est sûrement bien. Moi j'aime bien leur dire c'est sûrement bien. Peut-être c'était pas adapté pour toi. Fais ce que tu aurais voulu changer. Et là comme ça, je réponds exactement à sa demande. Je m'adapte. Il y a une méthode qui est aussi d'activer de faire de la prospection indirecte, c'est-à-dire, moi c'est un truc que je fais beaucoup, c'est-à-dire que quand je prends la parole dans une conférence, dans un mastermind, un séminaire, réunion d'entrepreneurs, peu importe, vu que mon métier c'est d'accompagner les entrepreneurs, je vais faire en sorte qu'on me pose une question business. Par contre, je réponds jamais en one-one. Je réponds en one-to-many. Je réponds devant 4, 5, 6 personnes. Et ça, je donne sans rien demander. C'est le genre de conseil que je pourrais donner dans mes accompagnements que je facture plusieurs milliers d'euros. Ce truc-là, ça a un effet de dingue, de biais de réciprocité, mais aussi de légitimité. C'est-à-dire que la personne A
à qui je donne le conseil, il y avait 10 personnes à côté. Ces 10 personnes-là, elles vont dire, OK, moi aussi, j'aimerais la même chose que lui et du coup, je vais. Et c'est une forme de prospection aussi. C'est un peu comme quand on produit du contenu. C'est un peu comme quand on fait ces podcasts-là où on explique un petit peu comment ça se passe dans les coulisses des entrepreneurs, des formateurs, etc. Ça marche vraiment bien. En tout cas, moi, j'ai créé un peu ma street cred comme ça, quoi, en parlant, en donnant gratuitement et pour recevoir plus tard, quoi. Ça marche super bien. C'est comme ça que je t'ai rencontré, donc oui, je confirme bien. Excellent. Non, mais non, en fait, c'est vraiment important. Il faut pas hésiter, je pense, à le faire parce que soit ça fait des clients, soit ça fait des prescripteurs. Ça, c'est clair. Et en fait, on met autant d'énergie à trouver un prescripteur que trouver un client. À part que le prescripteur peut amener plusieurs clients. Donc c'est un arbitrage à faire. Aller les closer les uns après les autres, c'est relou. Par contre, avoir des sortes d'émissaires comme ça qui vont prêcher notre valeur, ça par contre c'est ultra efficace. Et des fois, moi, mes clients, ils ont toujours cette notion de peur de l'ancienne époque de donner trop de valeur. Avant, on disait donne pas trop de valeur et puis ton offre, c'est comment faut faire. Moi, je leur dis aujourd'hui, dans les webinaires, dans les challenges, dans tout ça, dans tout ce que vous voulez mettre en place, dans les trucs préférés de Jérémy, du coup, il faut donner de la valeur, justement. Au contraire, aujourd'hui, il faut que la personne, elle ait déjà un switch, elle ait déjà compris quelque chose. Parce qu'on est 25 000 à faire ça sur le marché, moi, j'ai évidemment beaucoup plus que ça, mais du coup, comment tu vas te démarquer si tu dis des choses basiques? La personne, elle n'a pas de switch, ça fonctionne pas. Donc aujourd'hui, pour vraiment avoir ce switch-là, moi, mon webinaire aujourd'hui, c'est ni plus ni moins une formation offerte. Et je le dis clairement, c'est une formation offerte. Vous allez prendre des notes, vous allez noter plein de trucs. C'est ni plus ni moins le premier module de mon programme. En réalité, je les mets dans une immersion de ce qu'ils auraient derrière. Et c'est ça qui fait que derrière, ils disent « Ah putain, trop bien, maintenant j'ai envie de savoir la suite. » Et du coup, ton one-to-many, je le fais forcément en webinaire aussi. Quand tu as toutes les questions du chat sur le côté, je réponds aussi en expliquant comment ça peut être pour tout le monde en réalité. Et c'est ça qui fait que tu as plus de rendez-vous ou que ça marche mieux. Évidemment, ça marche mieux. Ça boucle avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la crise de confiance. En fait, il faut démontrer. Moi, tous les lundis, j'envoie une FAQ. Je donne une thématique et je dis OK, là aujourd'hui, on parle d'acquisition, on parle de marketing, on parle d'argent, on parle de parentalité, on parle de plein de trucs. J'en ai préparé plein d'avance, des thématiques. Et ces thématiques-là, en fait, c'est les sujets qu'on aurait pu avoir le vendredi dans le mastermind. Quand il y a une question avec des réponses pertinentes que j'identifie dans le mastermind, j'en fais un réel. Et donc, en fait, je suis pas là à vouloir cacher mes trucs. Et ça, pour moi, c'est le meilleur levier de prospection. William, comment tu vois l'appui du contenu, justement, l'appui du give avant de faire un ask, comment tu le vois ça dans ton métier? Exactement comme Clémence, quand elle a dit, je me suis revu au départ, je me disais, mais si je lui dis tout ce que je fais, il va jamais me prendre. Encore une fois, un exemple de l'immobilier, je faisais des photos et je leur donnais les photos dès le premier rendez-vous. Et les gens me disaient, mais c'est pas possible. L'immobilier, faut au moins que tu fasses un R2. Bah non, je fais un one shot. Si ça se passe bien, j'ai tout donné. J'ai donné tous les conseils. J'allais même plus loin. Faites de l'exclu, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre. Et c'était bon ça, parce que les gens ils disaient mais lui en fait il a pas besoin de business, il est sûr de lui, c'était exceptionnel. Donc du coup je leur donnais des vrais conseils, je le pense vraiment. On sait qu'on a 80% de chances de vendre une exclu, 20% en mandat simple, parce qu'on a tous ces mêmes plateformes. Je leur disais mais c'est logique, regardez. Donc plutôt que si vous faites la connerie, ne la faites pas. Et si vous voulez pas la faire avec moi ou vous voulez passer quelqu'un d'autre, c'est ok. Mais juste, je vous le dis pour vous, c'est cadeau, ne faites pas ça. Et les gens me disaient, mais arrête de dire ça, après ils vont forcément... Non, si j'ai bien fait mon taf, ils passeront par moi. Si j'ai bien compris les besoins, si j'ai bien écouté. Sinon, non, voilà. Et puis, il y a un truc que vous avez pas dit, mais ça, je viens d'y penser, je me l'étais noté, c'est la loi des chiffres aussi, pour donner de la visibilité à nos commerciaux. Parce que la prospection, c'est dur. On va pas leur dire c'est facile, c'est pas vrai, mentalement, c'est ultra dur. Par contre, si on leur donne un genre de playbook, t'aimes bien dire ça, GG, je vais reprendre ton terme. En tout cas, un plan d'action sur, ok, tu sais que si tu fais 5 calls, 20 calls, t'auras 5 rendez-vous. Sur les 5 rendez-vous, tu vas en closer 2. C'est plus facile pour lui de se dire, ok, putain, si je veux signer, je sais pas moi, 6 ventes dans la journée, il va falloir que je fasse 60 calls, en fait. Et ça, c'est la moyenne. Et si un jour il est pas bon, il faut lui expliquer que le lendemain, c'est normal. Parce que comme c'est tellement pas linéaire, la vente, parce que c'est de l'émotion, c'est tomber au bon moment, etc. Et peut-être que demain, ça sera pas 5 ventes sur 20 calls, ce sera peut-être 10. Parce que tu auras fait le taf d'avant. Et c'est juste leur expliquer, leur donner ces chiffres-là, ça permet de tout de suite désacraliser ce truc de prospection qui fait flipper. Et je parle même pas des chefs d'entreprise, on l'entend tout le temps dans ton mastermind. Oh non, moi la prospection, c'est insupportable. Rien que d'en parler, j'ai mal au ventre. On sait très bien comment ça. Je vais vomir. Non mais dans tous les cas, comprendre c'est le principe des OKR. Quand on a un objectif, de
de quoi il est composé cet objectif. Est-ce que c'est de l'eau bénite, un bol tibétain et une méditation, je sais pas quoi, chien tête en bas là? Ou alors est-ce que c'est de dire ok, je sais pas, j'y connais rien ces trucs, mais ou alors est-ce que un truc du genre, en gros, je prends un truc à la noix, par exemple, avoir des abonnés sur Instagram. Est-ce que avoir des abonnés sur Instagram, c'est au final poster un réel par jour, faire 3 stories par jour et aller monter les posts de nos concurrents? Bon, mais oui, c'est très certainement comme ça que tu vas prendre 100 abonnés dans le mois sur Instagram, quoi. Donc ouais, je suis assez d'accord. Décomposer le mouvement, ça permet en fait ça permet mais tellement de choses. Mais ça rassure aussi, parce que quelqu'un qui se dit finalement si je veux faire 2 ventes, je sais que j'ai que 5 appels à faire, ça peut rassurer, ça met un objectif et ça rassure. Je trouve que quelqu'un qui va complètement à l'aveugle, il sait même pas combien il doit faire de calls, il sait même pas combien il doit faire ci, il sait même pas combien il doit faire ça peut pas. Et c'est vrai que William, avant la coupure, tu disais, je vois trop d'entrepreneurs, 98% limite qui n'ont pas ça en place. Et c'est vrai que c'est juste pas possible. Bon, nous, on vient du monde commercial avec William, donc je pense que c'est normal qu'on ait ça en place. C'est la seule stat que j'ai en place d'ailleurs. Mais je sais exactement, je dis à Maxence, mon prestapub, combien il faut qu'on mette de budget, parce qu'on sait qu'avec ce budget-là, on a tant de leads. Sur tant de leads, on sait combien on va avoir de présents webinaires. Sur tant de présents, on sait combien vont prendre rendez-vous, etc., etc. Et c'est la base. Sinon, tu navigues complètement à l'aveugle. Tu sais même pas pourquoi tu mets du budget pub. Tu sais pas combien tu dois en mettre. Tu sais pas combien tu dois avoir d'appels et ça marche pas, quoi. Ouais, les stratégies Inch'Allah, c'est pas valable. Ça marche un temps, quoi. Ouais, mais et ça marche sur un marché qui est facile. Là, on a un marché qui est compliqué. C'est plus possible de faire ça. Enfin, vraiment, quand moi j'ai commencé il y a 15 piges à réfléchir à monter des business en ligne et il y a 10 ans à bien fonctionner, ouais, ben on vendait un peu tout et n'importe quoi de n'importe quelle manière et ça se faisait et puis ça passait. C'est plus le cas. Donc, il faut se professionnaliser. D'ailleurs, il y a même un autre chiffre que je vous avais préparé pour revenir sur ça. C'est un truc qui devrait normalement motiver les gens. Si on leur dit pas, ils peuvent pas le savoir, hein, forcément. On sait qu'en moyenne, il faut 7 points de contact, il faut 7 mois, il faut 18 mois pour certains business. En tout cas, on a à peu près un temps. Mais ce qu'on sait surtout aujourd'hui en France, c'est qu'un commercial relance 1,5 fois le prospect. Ouais. Et en fait, quand tu sais tu vois, ce chiffre-là, c'est que tu te dis en fait, imagine, je sais pas, prenons l'exemple de tu mets 7 mois à convaincre quelqu'un d'acheter ton produit. Si t'es au 7e mois, c'est foutu. Et donc, le même commercial que toi, qui va arriver dans les 2 derniers mois, même s'il est mauvais comme toi, s'il arrive au bon moment, il va closer. Il va prendre, bien sûr. Par contre, si toi, t'avais suivi tes 7 mois, en te mettant un rappel, allez, tous les mois, voire tous les 15 jours, si vraiment t'as envie d'être très bon, et que tu avais suivi ces 7 mois, le mec qui arrive au bon moment, quand la personne est chaude, il va quand même, en fait, il va arriver derrière toi, il sera effacé parce que tu auras suivi pendant 7 mois. C'est de la prospection, on peut parler de follow-up, mais en réalité, ça, c'est une stat qui est tellement importante qui devrait motiver nos commerciaux et d'ailleurs les dirigeants, mais ils le font pas et ils devraient le dire qu'en fait, il y a une relance, on relance 1,5 fois notre prospect. C'est rien, vous vous rendez compte? Je sais pas si vous aviez cette stat, mais c'est grave. Non, je l'avais pas celle-ci. Et moi, c'est vrai que ce que je dis toujours à mon équipe ou même à mes clients, je fais, quand quelqu'un vous dit non, rappelle-moi dans 3 mois, rappelle pas dans 3 mois, rappelle dans 2 mois déjà. Avant, mais rappelle avant, parce que si tu appelles dans 3 mois, en effet, il y a quelqu'un d'autre qui va être passé par là avant, et c'est mort. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, de garder le lien, en fait, par du contenu, etc. Exactement. Justement, j'allais en parler. Avoir du contenu, alors aussi pour les entrepreneurs qu'on accompagne, mais aussi pour leurs commerciaux. Et ça, pour moi, c'est la nouvelle tendance de développer le personal branding des closers. Je pense que c'est important. En tout cas, on le voit, mon pote Benoît chez Scalesia, il fait ça très bien avec son équipe. Ils font de la outreach sur LinkedIn. Ils ont une photo corporate sur LinkedIn. Enfin, on comprend direct quand le mec travaille chez Scalesia ou pas. Je trouve ça très bien. Et j'ai eu le cas récemment dans le mastermind de quelqu'un qui a commencé à faire vraiment de la prospection, mais vraiment froide. Il va avoir des pubs, il voit des pubs passer, il les contacte en DM en mode moi je suis média buyer, je peux t'aider, etc. Il avait zéro, à part sa photo de profil, qui était une photo en plus sur un mur blanc, genre un peu monsieur tout le monde, etc. Il avait zéro contenu. Donc, par rapport aux statistiques que tu disais tout à l'heure, William, s'il faut par exemple lancer 20 conversations pour avoir un contact sérieux et qu'il faut 5 contacts sérieux pour faire une vente, peut-être qu'avec du contenu, pour juste dire ok, je suis cette personne, voilà ce que je propose, voilà mon niveau de sérieux, etc. Peut-être qu'en faisant ça, j'augmente par 2 toutes les statistiques, donc je divise par 2 le travail à effectuer. Ça, c'est extrêmement important de développer un personnage. Comment tu fais toi, Clémence, pour développer l'autorité, développer le personnage des membres? Qu'est-ce que tu conseilles de faire?
C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que de plus en plus, je partage des trucs où je tag mon équipe pour qu'ils repartagent, etc., etc. Ce qui est pas évident, c'est qu'aujourd'hui, quand tu as un closer, bien souvent, il travaille sur plusieurs boîtes. C'est rare d'avoir quelqu'un qui est à plein temps chez toi et qui peut du coup représenter ta. Enfin, en tout cas, pour moi, je trouve que c'est difficile de représenter ta marque en permanence. Et moi, en plus, j'ai une difficulté entre guillemets supplémentaire, c'est que mon équipe, c'est les personnes qui font les appels sont mes coachs ou tu vois, ils ont un rôle différent dans la boîte. Ils sont pas closers purs ou ils ont une activité à part entière à côté. Donc en fait, c'est un vrai sujet. Par contre, quand on fait, je fais des pubs maintenant avec eux. J'ai une pub qui a très bien tourné, c'est que on a fait un week-end à la Clusa tous ensemble. Du coup, j'avais fait une pub avec eux dedans, etc. Donc je les avais inclus et on se rend compte que ça marche bien. Ou alors mettre une photo d'équipe sur la page d'inscription webinaire, montrer qu'on n'est pas tout seul, etc. Bah ça marche très bien aussi. Donc je pense qu'il y a ça. Et aujourd'hui, mon idée même, c'est d'aller faire des lives avec chaque membre de mon équipe sur Insta, par exemple, etc. Et même aujourd'hui, j'ai poussé le truc où dans mon webinaire, là, j'ai les 2 closeuses, j'aime pas ce terme-là, vous le savez, mais bon, peu importe. En tout cas, les 2 filles qui font les appels, qui viennent dans mon webinaire à la fin, qui répondent aux questions, etc. Elles sont vraiment présentes en vidéo et ça marche hyper bien. Parce que du coup, ça crée un lien, ça montre une appartenance à une équipe, hein, et du coup, ça rassure les gens. Et du coup, il y a plus de rendez-vous qui se calent à ce moment-là, quoi. William, comment tu gères ça, toi? Qu'est-ce que tu recommandes justement pour des closers un petit peu multicasquettes? Qu'est-ce qu'ils devraient montrer sur les réseaux et pas montrer juste pour amener de la amener de la confiance, ni plus ni moins en fait. C'est vrai que moi, mes closers, je les fais intervenir partout, même dans les pubs, même enfin, comme du coup, j'ai quand même une formation de closing, forcément, ils interviennent tout le temps. Mais par contre, ouais, je rejoins ce que dit Clémence. En fait, le truc, c'est que le prospect ne te croit moins, toi, mais croit plus une tierce personne. Ça, c'est un fait. Il va pas. Si tu dis moi et je reviens à ce que je disais au tout départ moi, je peux t'accompagner, moi, je sais, je suis déjà passé par là. C'est un peu compliqué parce que enfin, le prospect aujourd'hui, il a un mécanisme de défense qui est prêt déjà là-dessus. Alors que, regarde ce qu'ils ont fait. C'est pas moi. Regarde, je m'efface. C'est eux. Et c'est tellement plus facile. Et d'ailleurs, les Américains faisaient très bien ça. J'ai appris ça quand j'ai commencé mon poste de commercial dans l'IMO, pour le coup. On faisait des prêts. Et du coup, quand je faisais des prêts, je commençais. Et je disais après, bah, tout ce que je viens de vous dire là depuis un quart d'heure, celui qui en parlera le mieux et qui m'a formé, c'est lui. Et la personne rentrait. Et du coup, là, la personne avait une autorité exceptionnelle. C'est les Américains qui ont inventé ça, je sais plus qui. Et du coup, les gens étaient, incroyable. Il a emmené, en fait, je passais par le moi-je à lui, en fait, c'était un client, il était comme nous avant. Et ça marchait super bien. Donc, c'est pour ça que je vous rejoins là-dessus. Je veux vraiment faire passer des tierces personnes déjà pour prouver, parce que c'est un fait. Ils ont suivi. Et en plus, même nous, ça nous fait du bien du coup, parce que du coup, ça nous rappelle à quel point on a accompagné des gens. Donc du coup, même notre mindset dans la vente est plus facile. On a moins envie du coup de vendre, mais on a plus envie d'aider. Soit tu fais comme eux, regarde, j'ai rien à prouver. Soit tu prendras ta décision, mais en tout cas, voilà ce qui existe et voilà ce qu'on a réussi à faire. Après, c'est comme eux, hein, ils ont souvent on a tout ce discours, ils sont motivés, ils ont mis du temps, ils ont mis de l'engagement et en fait, ça nous rassure quelque part. Et ça, c'est presque de l'anti-vente à la fin, mais c'est ce qui marche le mieux, je trouve, d'utiliser une tierce personne. Mais tu vois, ça m'amène même sur mon webinaire. Dans mon programme, il y a des coachs individuels, il y en a 2. Et je me souviens qu'au début où j'ai sorti ça, je me suis dit, oh là là, moi c'est mort, je fais pas de coaching individuel, je veux pas faire ça me plaît pas du tout. Donc du coup, j'ai mis 2 personnes dessus. En fait, je me dis, mais comment je vais faire pour leur expliquer que c'est pas moi, mais que ça va quand même marcher, Et en fait, dans mon discours, je leur dis, bah, vous savez, ces 2 personnes-là, moi-même, je pourrais être coachée par elles. Et d'ailleurs, je me suis fait coacher parce qu'en fait, avant de les prendre, je leur ai demandé de me coacher les 2 un petit peu. Et du coup, ça rassure dans le geste, disant, ah ouais, d'accord, Clémence, elle peut se faire coacher par elle. Du coup, c'est du high level. Tu vois, tout de suite, ça met ce sentiment-là, quoi. C'est clair. Ultra intéressant. Merci beaucoup les amis. Où est-ce qu'on peut suivre vos travaux respectifs? Quels réseaux sociaux, quel éventuellement lien on peut mettre en commentaire? Clémence? Moi, Instagram, clairement. Ouais. Trop bien, on mettra. Merci. On mettra ça. Est-ce qu'il y a un lien dans ta bio pour peut-être s'inscrire à ce webinaire du coup qui est full valeur, tu le disais, c'est carrément un module de ta formation? Tous les jeudis, il y a un atelier en effet quasiment offert. Donc oui, directement sur la bio, ils peuvent s'inscrire. Ok, super. William, où est-ce qu'on peut te suivre, même si les gens te voient passer souvent dans le podcast, ils peuvent aussi. Ouais. Comme d'hab sur William Ourson et j'essaie de répondre aux DM. C'est important. Important. Et Pas de conclusion. prospection, pas de pognon.
Et voilà. Bon, super. J'espère que les conditions d'enregistrement, je vais découvrir ça dans quelques secondes en mettant ça en pause, en Tu nous arrêtant dis. l'enregistrement, que ça va suffire. En tout cas, merci à tous pour votre, déjà à vous deux pour votre présence et à tous ceux qui nous écoutent d'avoir passé 1 heure avec nous. C'était un plaisir d'enregistrer cet épisode. N'hésitez pas à aller remercier nos invités en DM sur Insta du coup. Ça sera top. N'hésitez pas à parler de vos projets également. C'est le meilleur moyen pour moi de remercier les invités, c'est quand ils reçoivent des messages de la part des auditeurs. Voilà les amis, c'était l'épisode 102 et c'était un plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Merci, ciao. Bye.